tous, ici Niki Panayotopoulos. Je suis travailleuse sociale à l'organisme Deuil Jeunesse et aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir Annabelle. Salut Annabelle. Allô Niki. Oui. Donc, en fait, Annabelle, tu es la créatrice et la designer de la compagnie Jululu qui sont vraiment des services essentiels, en fait, des produits essentiels pour les bébés de 0 à 24 mois. Exactement. Puis, tu es aussi maman de deux petites filles. Puis, c'est un peu en lien avec elles qu'on t'a invitée aujourd'hui parce que en décembre dernier, tu nous as appelés à Deuil Jeunesse parce que tu avais des besoins bien précis. En fait, là, toi, tu vis le deuil de ta mère. Oui. Puis, à ce moment-là, tu souhaitais, en fait, être outillée, surtout pour tes filles. Oui, exactement. Je me rappelle qu'à ce moment-là, quand tu as appelé, tu as abordé le fait que ça faisait un bon moment que tu avais le numéro de Deuil Jeunesse, mais que tu n'appelais pas. Non. Puis, non. Non. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça aborder un peu le tout avec toi parce qu'en fait, notre podcast, c'est pour briser les tabous, voir où se situent les malaises aussi en lien avec ce sujet-là. Hein. La mort, on le sait, c'est pas un sujet qui est très, très populaire, disons-le. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait une hésitation finalement à prendre le téléphone et à appeler en sachant qu'on pouvait offrir un service? En fait, je pense que ça vient vraiment du fait que, pour moi, avec du recul, appeler pour demander de l'aide, ça voulait dire, c'était un peu comme démarrer sa mort. C'était d'accepter que c'était comme de baisser les bras. C'était comme de dire, elle va mourir. Puis pourtant, on le savait, ça faisait 4 ans qu'on était au courant. Puis je me rappelle, quand on a appris la nouvelle, en tout cas, j'étais allée au CLSC, puis j'avais vu le pamphlet de Deuil Jeunesse, puis j'avais pris le pamphlet, puis j'avais dit, on va appeler quand on sera rendu là. Puis pendant 4 ans, je savais que j'allais appeler, je savais que ça allait se faire, mais j'étais pas capable. Puis plus on voyait la mort arriver, moins je voulais appeler, parce que là, c'était comme de concéder que ça allait arriver. C'est pour ça que j'ai attendu la veille de son décès pour appeler. J'ai attendu à la toute dernière minute par peur, mais aussi parce que je voulais pas l'accepter. OK. Donc, c'était pour toi, en fait, d'appeler, d'avoir accès à cette aide-là. C'était vraiment de concrétiser, finalement, son décès. Oui. Puis, dans l'histoire, tu me dis que ça faisait 4 ans qu'elle était... en fait, comment vous avez appris ce diagnostic-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps, finalement? En fait, c'est que elle était super fatiguée. Puis, tu sais, ça traînait depuis comme une bonne année, finalement. Puis, tu sais, ma mère était très secrète, très solitaire. Fait qu'elle n'en parlait pas. Puis, à un moment donné, elle m'a appelé juste en me disant j'aimerais ça que tu viennes avec moi à un rendez-vous à l'hôpital. Il y a quelque chose au poumon. Bon. Fait que là, j'ai fait OK. Donc, je suis allée, puis tu sais, tout de suite au premier rendez-vous, on nous dit c'est un cancer, il y a énormément de métastases au niveau des poumons, il n'y a rien à faire. Si on prend des traitements, si on y va avec la chimiothérapie ou des trucs comme ça, on va peut-être pouvoir étirer le temps, mais on ne pourra pas renverser la maladie. Donc, il nous en reste à peu près, si on ne fait rien, entre 12 et 18 mois au maximum à ce moment-là. Donc, ça a été un choc. Parce que je savais très bien qu'elle voudrait aucun traitement, qu'elle voudrait pas rien faire avec ça. Donc, on s'est comme mis en quête de profiter de la dernière année et demie qui nous restait ensemble. Puis finalement, elle a décidé d'avoir des traitements d'immunothérapie qui ont vraiment prolongé sa vie pendant 4 ans, finalement. Là. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, ça a été beaucoup plus long. Puis ça a été des années vraiment magnifiques parce que ça a été des années qu'on a gagnées où on savait que ça allait arriver éventuellement. Donc, on en a profité. T'sais, moi, j'ai toujours eu peur. Je voyais des amis que leurs parents l'apprenaient des années avant. Puis moi, je me disais, oh mon Dieu, je voudrais tellement pas vivre ça avec ça au-dessus de ma tête. Puis finalement, ça a été le plus beau cadeau qu'on a pu avoir, de vraiment d'en profiter jusqu'à la fin. De le savoir, finalement, d'avoir l'occasion de préparer certaines choses et tout avec elle, des temps de qualité aussi, de ce que je comprends. Là. Oui, ça a vraiment été les temps de qualité qu'on a pu profiter, qu'on a pu vivre, mais on n'a pas préparé son décès. On n'a pas préparé les enfants. On n'a pas... En fait, on n'a rien préparé. Je pense qu'on était juste en mode « on veut pas le voir, on veut pas le voir, on veut pas le voir ». Parce qu'on n'était pas à l'aise d'en parler, on n'était pas à l'aise de le vivre. Puis ça nous a amené
sa fin de vie a été très rapide. Là, on parle d'à peu près 10 jours à partir du moment où j'ai su que ça allait pas jusqu'à la journée où elle a décédé. Puis dans ces 10 jours-là, ça a comme été on part de rien du tout à il va falloir la laisser partir. Fait que ça a été très, très chargé. Puis on n'était pas préparés à ça, pas du tout. Ben c'est ça, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que vous avez préparé les moments de vie. Oui. On va être ensemble, mais pas son décès. Non. Puis, tout à l'heure, tu disais, je savais que ma mère, elle ne voudrait pas de traitement nécessairement, elle ne voudrait pas aller de l'avant avec ça. Comment tu t'es positionnée par rapport à ça? Parce que ça peut être confrontant. Tu sais, il y a non seulement ses besoins à elle, mais il y a tes besoins à toi là-dedans. Ça a été quoi ton... quel rôle je prends là-dedans? Bien, je me suis naturellement rangée de son côté parce que je la connais. Parce que je savais que peu importe la décision que j'allais prendre, elle allait pas changer la sienne. J'avais rien. Je pouvais rien faire. Fait que j'ai décidé dans tout ça de toujours choisir l'avenue de la suivre plutôt que de la confronter. Okay. Parce que je voulais pas perdre ce temps-là. Je voulais pas. Puis je savais que je gagnerais pas. Fait que ça a juste été comme naturellement de me dire je me range de son côté. Ça a été ça aussi avec l'équipe soignante qui poussait, disait oui, mais là, il y a des traitements, oui, mais on peut faire quelque chose. Puis, tu sais, c'est arrivé souvent que j'ai dit au médecin, mais elle veut pas. Elle veut pas. Ostinez-vous pas, elle veut pas. Ouais. Fait que ça a été, c'est ça, c'était comme de la respecter là-dedans. Ouais. Fait que ça s'est fait tout à fait naturellement. Pour moi, c'était important qu'on ait fait le tour, qu'on ait observé toutes les avenues, que tous les tests aient été faits parce que jusqu'à un certain moment donné, elle ne voulait pas faire tous les tests pour confirmer le type de cancer. Bon. Fait que ça a été j'ai mené une certaine bataille à dire fais ton bout, puis après ça, on lâchera prise, mais ça a été naturel de me ranger de son côté, même si je voulais pas la perdre parce que ma mère, c'était ma meilleure amie, c'était tout, c'était mon seul parent, mais c'est ça, c'était comme de laisser aller les choses là, naturellement pour elle, comme elle le voulait. Je comprends aussi là-dedans que tu la connaissais bien, dans sa personnalité, dans ce qu'elle voulait. Donc, le contrôle que tu as pu aller chercher, c'est vraiment... On va regarder tout ce qui peut se faire, puis après ça, ce sera à toi de prendre la décision. Exactement. Puis tu dis que le milieu médical, on parle beaucoup de malaise avec le fait d'avoir pris le téléphone, d'avoir préparé son décès. Est-ce que tu sentais un peu aussi un malaise de le milieu médical à laisser tomber? Juste pas laisser tomber, mais de peut-être se sentir un peu impuissant avec une décision que, on pourrait faire quelque chose. Oui, définitivement. Puis, les médecins ont relancé, ont poussé. J'ai senti une espèce de... Je comprends, le travail d'un médecin, c'est conserver la vie, c'est de la prolonger, tout ça. J'ai senti, jusqu'à un certain niveau de l'acharnement, mais aussi un manque de support puis d'aide dans les conséquences des traitements. Parce que, il était très présent pour pousser les traitements puis encourager, mais soigner les effets secondaires, soigner tout ce qui a découlé, qui a été extrêmement difficile. Ça, par contre, on n'a pas eu... Ça, là-dedans, on n'a pas eu d'appui. Là. Fait que je sentais aussi une grande... beaucoup de colère puis de frustration de sa part à travers ça, de se sentir laissée tomber là-dedans. Puis, c'est ça. Quand elle a cessé les traitements d'immunothérapie... Ouais. Naturellement, les suivis se sont comme un peu plus espacés avec l'hôpital. Puis, moi, j'ai arrêté d'y aller parce que j'avais plus besoin d'y aller. Mais, c'est ça. Ça a été... on a senti beaucoup de... je veux pas dire pression, mais on a quand même senti... Donc, un peu dans ce que tu dis, justement, leur but à eux, c'est justement la vie, c'est de continuer, c'est d'offrir des traitements. Puis là, avec la réponse de ta mère, c'est comme, on peut pas aller de l'avant, on peut pas faire qu'est-ce que habituellement les gens veulent, généralement. Même si tu savais, est-ce que ça a été confrontant pour toi à un certain moment de dire, OK, c'est l'enlignement vraiment qu'on prend, puis c'est l'enlignement qu'elle veut, tu sais? Est-ce que tu as vécu ou tu étais vraiment dans le c'est le naturel, puis c'est vraiment... Là-dessus, j'ai pas de choc, disons. Oui, non, ça a été... je pense qu'au début, quand la nouvelle est tombée, ça a été... ça a été une espèce de panique, de...
qu'est-ce qui va arriver, comment on va faire, je sais qu'elle veut pas s'aider, moi, je voudrais l'aider, mais naturellement, j'ai pas poussé. T'sais, moi, mon but, ça a toujours été de dire on va aller jusqu'au bout du diagnostic, puis après ça, je te laisse tranquille avec ça. Puis ça s'est fait vraiment naturellement là-dedans. Là. Okay. Puis tu dis, j'ai hésité au niveau de prendre le téléphone et appeler à Jeunesse. Non seulement parce que ça concrétisait. Est-ce qu'il y avait une part de ça qui était liée peut-être à justement un malaise d'appeler une personne que je connaîtrais pas du tout au bout du fil, à qui je vais poser des questions, que je vais parler d'une situation très, très personnelle. Est-ce qu'il y avait un peu de ça dans l'hésitation, tu penses? Pas pour moi. Je pense que pour la majorité des gens, oui, mais tu sais, moi, naturellement, je parle à tout le monde, je fais confiance. Fait que pour moi, ça faisait pas partie de ce qui m'a arrêtée, mais je pense que pour la majorité des gens, oui. Tu sais, de devoir s'ouvrir à quelqu'un, tu sais, puis même après ça, tu sais, j'en ai parlé à des gens qui avaient perdu des personnes proches, puis j'ai dit, tu sais, appelle, puis tout ça, puis il y avait toujours une espèce d'hésitation, puis clairement, c'était par peur de s'ouvrir, là, à quelqu'un d'autre. Là. À quelqu'un qu'on connaît pas, sur une situation ultra personnelle, intime même. Puis pourquoi, tu penses? Tu sais, ce tabou-là, ce malaise-là d'aller chercher de l'aide, est-ce que tu étais capable de déterminer qu'est-ce qui faisait en sorte que tes amis, par exemple, osaient pas? J'ai de la difficulté à dire. Je pense que souvent, le deuil, on sent ça tellement gros, tellement énorme qu'on voit pas comment quelqu'un pourrait nous aider là-dedans. Quelqu'un qui connaît pas la personne qui est décédée, quelqu'un qui connaît pas la réalité, quelqu'un qui... Je pense qu'il y a comme un très gros malaise autour de ça. Puis souvent, de simplement s'ouvrir là-dessus, ça peut être quelque chose de très difficile, de montrer nos faiblesses, de montrer que ça nous atteint. Fait que je pense que c'est probablement un mélange de tout ça qui bloque les gens. Comme un paquet de facteurs, finalement. Là, Oui. Puis l'inconnu aussi, dans le sens que, tu sais, on appelle, mais on sait pas qu'est-ce qui va arriver. On sait pas quelle aide on va avoir. On sait pas, tu sais... Moi, j'ai attendu à la toute dernière minute. Puis, la veille, ça a été la dernière fois que j'ai parlé, la veille de mon appel. Puis, elle m'a dit, là, Annabelle, je pense qu'il est vraiment temps que tu appelles. Puis, je suis là, oui. Ça a quand même été au lendemain après-midi, qui était un vendredi. Puis, moi, je pensais pas que de jeunesse était ouvert la fin de semaine. Puis, j'ai appelé un vendredi après-midi en sachant même pas si quelqu'un allait me rappeler. Puis, bon, en appelant, j'ai su que oui, mais j'ai vraiment repoussé là, jusqu'à la toute fin parce que je savais pas ce qui m'attendait, je savais pas quelle aide on allait m'offrir, je savais pas, j'avais peur que ça soit compliqué. J'avais peur de devoir passer dans un processus à n'en plus finir. Je savais pas. Ouais. Puis je voulais pas, j'avais peur de cette lourdeur-là. Ouais. Fait que de faire le pas, c'était comme... Ben, j'imagine de déjà vivre quelque chose qui peut être lourd à certains niveaux. Ouais. Et en plus de devoir de se dire, est-ce que je vais rajouter une complexité à ça en voulant aller chercher de l'aide, finalement. Donc, il y avait cet aspect-là qui faisait en sorte que... Puis, est-ce que ça l'a concrétisé, finalement? C'était ta peur première de... J'ai peur que ça le concrétise, puis je m'approche de ça. Est-ce que ça l'a concrétisé quand tu as fait cet appel-là, tu dirais? Oui et non, dans le sens que... c'était de parler ouvertement de ce qui se passait avec... Ça concrétisait, mais en même temps, ça venait tout chambouler mes plans, mais ça les a chamboulés positivement. Moi, dans ma tête, je savais à peu près comment j'allais organiser ça avec les enfants, comment moi, j'allais organiser ça. Puis finalement, après mon appel, le plan a changé complètement. Puis c'est venu comme apaiser. C'est venu ajouter un espèce de poids de dire, OK, là, là, je dois le vivre, ça va arriver et en plus, je sais mieux comment le faire. Donc là, c'est comme de passer à l'action pour concrétiser ça, mais je savais définitivement plus comment faire. Puis là, c'était comme, maintenant, on est rendu là. On n'a plus, il n'y a plus de retour en arrière possible. Fait que ça a comme apporté une contradiction de... Oui, ça m'amène peut-être un poids de plus, mais en même temps, ça m'apaise. Donc, très contradictoire dans cet appel-là, finalement. Exactement, oui. Puis, il y a un autre aspect que tu avais abordé parce que, bon, ta mère ne voulait pas nécessairement le traitement, mais ta mère ne voulait pas de visite. Non.
Ouais. Est-ce que tu peux aborder un peu ben, c'est quand tu as su que, parce que je pense qu'elle est décédée chez elle. Oui. Ouais. Ben, finalement, en fait, elle est décédée à l'hôpital, mais elle voulait mourir seule chez elle. Ça avait toujours été son souhait, ça avait toujours été ce qu'elle voulait. Moi, j'étais complètement à l'opposé de ça. Mais je savais que c'était elle, c'était sa personnalité. Elle était comme ça, c'était comme ça. Mais tu sais, jusqu'à la toute fin, j'ai quand même essayé. J'ai quand même espéré. Tu sais, dans la semaine qui a précédé son décès, j'ai appelé son équipe soignante pour m'informer pour l'aide médicale à mourir. Elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur d'être refusée. Elle voulait mourir seule. Elle voulait... Puis tu sais, dans la dernière semaine, avant son décès, elle a bloqué mon numéro de téléphone. Je pouvais plus l'appeler parce qu'elle voulait pas... Tu sais ça, elle voulait juste pas... que quelqu'un assiste à ça. Tu sais, ma mère était une personne assez très sociable, mais tu sais, en même temps très solitaire aussi. Puis elle voulait pas, elle voulait pas qu'on la voie, même chose. Tu sais, elle a jamais voulu que mes enfants sachent qu'elle était malade. Quand il était petite, il y a 4 ans avant, ok. Mais tu sais, là, les filles étaient rendues grandes et tout ça. Fait que ça a été. Puis tu sais, quand on a vu vraiment que ça allait pas, j'ai dit aimerais-tu ça les voir une dernière fois. Puis elle m'a dit non, je suis pas capable. Ok. Je suis pas capable de le faire. Donc, c'est ça. Fait que ça a été d'accepter cette volonté-là de partir seule, qui était pour moi complètement à l'antipode de ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu être là, j'aurais voulu l'accompagner. Tu sais, j'avais déjà vécu le décès de mon grand-père, puis tu sais, j'avais été là jusqu'à la fin et j'aurais aimé la même chose. Puis finalement, la vie a voulu qu'on fasse ce que j'ai appelé mon compromis, là. Tu sais, là, bon, ça faisait quelques jours que j'avais pas de ses nouvelles. Moi, j'étais convaincue qu'elle était décédée, donc j'ai appelé la police. La police s'est présentée. Puis là, tu sais, sous tes conseils et tout ça, j'avais expliqué aux enfants, j'avais dit, là, la police va nous recogner à la porte pour nous dire que grand-maman est décédée. Finalement, la police appelle, coup de théâtre, elle n'était pas décédée. Fait que là, changement de plan. Ouais. Fait que là, finalement, je suis allée au centre hospitalier. On m'a dit, elle en a probablement pour 48 heures. Okay. Puis finalement, 4 heures plus tard, elle était partie. Fait que j'ai pu être avec elle dans les derniers moments. Puis finalement, bon, elle est à l'urgence. On m'a dit, on va la monter à l'étage dans une chambre. Puis normalement, ils disent aux proches de rester. Puis moi, ils m'ont dit, montez, on va vous l'amener. Puis il est rendu en haut en l'attendant. Il y a une infirmière qui est venue, puis elle m'a dit, il faudra aller la voir en bas. J'ai dit, elle est partie. Hein? Puis l'infirmière m'a dit, oui. Donc, je me dis, on a fait un compromis. J'ai pu être là. Je suis partie au moment où elle est partie. On a comme fait un dernier deal ensemble. C'est comme si tout ça s'était placé de la bonne façon. Donc, elle a eu un peu ce qu'elle voulait, si on veut. Puis, moi, le médecin m'a dit, écoutez, dans l'état où elle était quand elle est arrivée à l'hôpital, son esprit est décédé chez elle et son corps est décédé ici. Avec l'aide et les conseils qu'on avait eus, on a pu... les enfants ont pu venir la voir. C'est chose que jamais j'aurais voulu. Jamais j'aurais proposé à mes enfants de 5 et 6 ans de venir voir le corps de leur grand-mère. Mais j'étais tellement, tellement bien outillée en 2 appels que les filles ont pu venir la voir. On a pu vivre ça. Les filles ont pu le vivre chacune à leur façon. Puis je savais comment répondre à leurs besoins. Quand, 48 heures avant, jamais ça se serait passé comme ça. Non, c'est ça. Fait que ça a tout changé. Puis, tu sais, je regrette rien, mais si j'avais appelé quelques semaines ou quelques mois avant, la préparation des enfants aurait été différente. La préparation, parce que, tu sais, on s'est toujours dit, on va le dire quand elle va être morte. Mais là, finalement, ça a été, non, on va l'annoncer, on va annoncer qu'elle est très malade, qu'elle va mourir, plutôt que juste leur déballer ça, tu sais. Puis, on aurait peut-être pu mieux les outiller encore, mieux les... En prévention. En prévention, exactement, plutôt que d'y aller vraiment en réaction avec ça. Tout le monde aurait eu plus de temps pour mieux s'y préparer. Mais même si j'ai attendu à la dernière minute, j'ai quand même pu changer
le cours de l'histoire puis la façon dont ça s'est passé, là, même en attendant à la dernière minute. Tandis que si j'avais attendu après, les choses auraient été vraiment différentes. Là. Probablement dans tout ce processus-là, que ce soit même pour toi, pour tes enfants, pour ton entourage. Donc, ça a quand même changé le cours des choses d'avoir justement pris la peine de le prendre, le téléphone, puis d'oser en parler, même si ça amenait une espèce de concrétisation qui n'a pas dû être facile à ce moment-là, pas du tout. Le après, en fait. Tu sais, là, tu as vécu ça, tu as eu accès à des services d'aide et tout ça. Toi, tu vis un deuil étant adulte en ce moment. Puis, tu sais, le deuil, ben, on le sait, ça évolue au fil du temps. Toi, dans les débuts, comment tu l'as vécu, ton deuil? Est-ce que tu le réalisais? Avais-tu l'impression de... En fait, les premières semaines ont été quand même... j'ai été très surprise de ma force, de ma résilience, de mon énergie. Tu sais, moi, je pensais être complètement effondrée la journée de sa mort puis rester effondrée pendant des mois. Puis là, j'étais plus en mode réaction. Il y a eu une espèce de... Tu sais, comme j'en parlais très ouvertement de son décès, tu sais, je racontais ça à tout le monde. Mais en même temps, tu sais, comme quand la maison funéraire... Moi, ça a pris des jours avant que j'appelle la maison funéraire pour qu'ils aillent la chercher à l'hôpital. Je voulais pas appeler. Puis là, quand la maison funéraire me rappelait, je répondais pas. Je voulais pas, bon, leur parler. C'était non. Puis tu sais, elle est décédée quelques jours avant Noël. Puis j'ai appelé comme la dernière journée avant les vacances de Noël de la maison funéraire, là, parce que là, j'avais vraiment plus le choix. Mais tu sais, c'était comme... Autant j'étais dans le très concret qu'en même temps, il y avait des choses que je voulais pas. Puis je me suis vraiment respectée puis écoutée là-dedans. Ça s'est beaucoup mieux passé que je pensais. Ça a été une bonne chose, tu sais, finalement. Souvent, on se dit, dans le temps des fêtes, mon Dieu, c'est terrible, elle a perdu sa mère une semaine avant Noël. Mais finalement, ça a été une bonne chose parce que ça nous a permis de passer les vacances de Noël en famille, avec les enfants, d'être plus proches, de vivre ça ensemble, de pouvoir prendre le temps avant d'entreprendre toutes les démarches entourant son décès. Tu sais, ça nous a permis comme de décanter. Puis quand janvier est arrivé, ben là, ça a été de vider son appartement, vider ses choses. Puis là, je pense que ça a été plus confrontant parce que là, c'était de devoir la laisser partir, tu sais. De laisser partir son corps puis sa personne, c'était une chose, mais de laisser partir ce qui restait d'elle, ça, c'en était une autre, là, définitivement. Puis je m'attendais à ce que ça soit tout en un morceau puis que ça se passe tout d'un coup, mais non, ça a comme été en plusieurs parties, là. Bien, effectivement. Puis, tu sais, dans la maladie, justement, oui, il y a cette particularité-là, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir préparer. Oui. Mais ça fait en sorte qu'il y a souvent aussi plusieurs annonces. Oui. Et le après aussi, il y a plusieurs étapes. Oui. Puis là, ben, tu as eu les étapes juste après. Puis après aussi, ce qu'on entend souvent, c'est que l'entourage est très, très présent parfois au départ, peut-être un peu moins par la suite parce que, bon, tout le monde reprend sa vie, en guillemets. Comment tu l'as vécu, ça, ce après-là? Est-ce que tu as senti que c'était un peu plus difficile un peu plus tard dans ton deuil? Je l'ai pas tellement senti parce que j'ai pas une grosse famille, puis j'ai pas un gros cercle autour de moi. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai senti énormément. Moi, ça a été beaucoup à travers les réseaux sociaux, puis ça, le soutien des gens, ça, il a toujours été. À chaque fois que j'en parlais puis que je m'ouvrais, je recevais plein de messages. Puis ça, je l'ai senti jusqu'au bout. Mais autour de moi, c'est pas quelque chose que j'ai, que vraiment j'ai pu ressentir tant que ça. Là, j'ai senti là, un soutien, particulièrement de nos amis, parce j'ai pas vraiment de famille. Mais j'ai senti quand même un soutien des gens autour de moi. Puis tu es très présente quand même sur ta page Instagram, entre autres, là, pour ta compagnie. De le vivre un peu comme ça avec des gens qui t'ont sûrement posé des questions. Est-ce que tu sentais que
ce sujet-là, ça pouvait soulever un peu des « Oh, j'aurais pas été capable d'en parler » ou c'est un peu des malaises, finalement. Est-ce que tu sentais que ça pouvait soulever un certain tabou de l'aborder? Les gens se sont gardés une réserve. Ceux que ça choquait, on gardait une petite gêne. Ils ne se sont pas permis de commentaires. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires de gens. Tu sais, moi, c'était un sujet... Je considère que c'est un gros sujet, c'est tabou, mais c'est un sujet comme un autre. Puis, tu sais, si je partage mes achats puis mes choses que j'aime, je peux autant partager le décès de ma mère puis comment je vis ça. Puis bon. Fait que pour moi, c'était quelque chose de très naturel. Puis je me disais, j'aurais aimé voir le deuil de quelqu'un d'autre. J'aurais aimé voir le visage du deuil de quelqu'un d'autre. Pour moi, me sentir plus à l'aise pour aller normaliser, pour aller... Fait que pour moi, c'était quelque chose de naturel que d'en parler. Puis j'ai eu beaucoup de messages à ce sujet-là. Les gens appréciaient ma transparence. Des gens pour qui leurs parents étaient décédés des années avant se reconnaissaient même après ces années-là. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Puis c'était important aussi d'aller démystifier un peu le deuil chez les enfants. Oui. Parce que chaque enfant le vit différemment. Puis souvent, on ne sait pas trop comment le gérer. Puis tu sais, moi, j'en avais une qui voulait pas, puis qui était comme plus fermée. Puis j'en avais une autre extrêmement curieuse, qui, en temps normal, on aurait dit « Ouh, elle est pas bien, c'est pas normal. » On peut pas lui dire ça, ouais. Non, puis tu sais, à poser des questions, puis sans deuil jeunesse, je serais peut-être allée consulter parce que je me serais dit « Oh, elle est un petit peu macabre, cet enfant-là. » Mais finalement, on m'a dit « Non, c'est normal, on répond à ses besoins, on le fait. Ouais. » Elle voulait assister à l'incinération. On est allé à l'incinération. Elle est restée pendant 4 heures à poser des questions. Elle voulait comprendre. Elle voulait comprendre, mais sans qu'on m'ait dit « C'est normal, puis on répond à son besoin. » J'aurais dit « Ben non. » Puis, tu sais, mais non, elle voulait comprendre, elle voulait voir, elle voulait être là, elle voulait savoir. Puis, je trouve ça intéressant, le ben non. Ouais. Il vient d'où le ben non? Pourquoi? Tu sais, au départ, c'est comme, ben non, on n'en parlera pas de l'incinération. Ouais. Je pense qu'on veut protéger nos enfants. Je pense que c'est aussi des sujets d'adultes, puis on se dit, ils ne comprendront pas. On a peur de les traumatiser. On a peur de pas dire les bonnes choses. Puis souvent, je pense que le chemin naturel qu'on se dit qu'on va prendre, qui va être la meilleure option, c'est même pas celle-là la meilleure option, tu sais, de dire « Ah, ben tu sais, il est parti au ciel, il était très malade. » Tu sais, c'est pas nécessairement les bonnes choses à dire, mais c'est ce qu'on va dire naturellement. Tu sais, je pense qu'on prend beaucoup pour acquis comment réagir avec les enfants quand c'est pas nécessairement ça la meilleure façon. Tu sais, il y a des tonnes de bonnes façons, mais moi, s'il y a une chose que j'ai réalisé, c'est que pour mes enfants, j'étais pas du tout alignée sur la bonne chose parce que je voulais les épargner, parce que je voulais pas les traumatiser. Puis finalement, je les aurais traumatisés plus qu'autre chose, probablement, avec ce que j'avais pensé dire versus ce que j'ai vraiment dit. Je trouve ça super intéressant parce que je trouve que ça montre toute la pertinence d'oser. Tu sais, toi, à ton niveau, c'était pas tant un malaise d'aller chercher de l'aide, mais je sais que tu sais, je l'ai déjà entendu, il y a des gens qui sont pas à l'aise à le prendre le téléphone puis aller la demander de l'aide. Donc, je trouve que ton discours est tout à fait pertinent à ce niveau-là. Puis justement, tu sais, là, toi, t'es maman, mais tu vis aussi un deuil. Donc, t'as comme... En fait, je le dis souvent aux parents, vous avez un double rôle de non seulement vivre des choses de votre côté et de vouloir soutenir vos enfants dans tout ça. Tu sais, je veux y aller avec une dernière question. Si on avait justement un peu un profil qui te ressemble, une maman qui vit le deuil de sa mère, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette maman-là, tu sais, qui est un peu dans cette situation-là que tu as vécue finalement, la maladie puis la mort qui est imminente? Oui. Je pense que ça serait d'en profiter jusqu'au bout, de laisser un peu la place. Et oui, on est triste, on a de la peine et tout ça, mais de passer un peu par-dessus ça pour en profiter, pour le vivre, parce que le plus beau que j'ai maintenant, c'est les souvenirs que j'ai pu accumuler avant son décès. Ça a été d'en profiter au maximum. Puis, tu sais, ça fait que mon deuil est beaucoup plus serein, et beaucoup plus doux, et beaucoup plus
paisible parce que je sais que j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire avec elle. Mon deuil, je m'attendais à ce que ça soit la fin du monde, que moi, je m'attendais à m'effondrer puis à être effondrée pendant des années. Puis ça a été dur, ça l'est encore dur, mais ça a été beaucoup plus doux et facile que ce que j'avais imaginé. Parce que je l'ai pris étape par étape, parce que j'ai demandé de l'aide, parce que j'ai pu comme donner un sens à tout ça, parce que j'ai arrêté de me battre. En fait, je me suis pas battue bien longtemps au début. C'est que quand on est dans la bataille tout le long, on peut pas en profiter. Puis moi, j'ai juste arrêté de me battre, puis j'ai dit, c'est beau, on va juste accepter ça. Parce que si je m'étais battue avec elle jusqu'à la fin, jamais ça aurait été aussi riche. Là. On se serait privé de des tonnes de beaux moments. Parce que tu aurais été dans la résistance. Oui. Pour répondre à un besoin qui, finalement, t'aurait passé sur plein d'autres besoins. Absolument. Je comprends. Oui. OK. Merci tellement, Annabelle, de t'être ouvert comme ça pour la discussion. C'est vraiment intéressant. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent ont apprécié ça aussi. Je suis certaine qu'on peut aller retirer beaucoup de choses dans ce que tu as dit. C'est vraiment apprécié. Merci de ta présence. Puis merci à toi d'avoir changé le visage de notre deuil. Vraiment, ça a fait une différence énorme. Que ce soit pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma grand-mère, qui est la mère de ma mère, c'est venu. Quelques appels téléphoniques courts ont changé complètement notre façon de le vivre. Ça a changé, ça a tout changé, vraiment. Oh, merci. Merci à toi. Merci tellement. C'est rare qu'on l'entend des gens. On a comme des contacts téléphoniques ici et là, puis on se revoit pas. Donc, merci. Ça fait toute la différence. Merci à toi.